Merci Jean-Pierre qui a donc spoilé toute mon intervention. Messieurs à la régie, je veux bien le PowerPoint s'il vous plaît, qui vous allez le voir est très conséquent. Donc la slide numéro 1, on verra si vous êtes bon au niveau du comptage. Alors, dur exercice, surtout que mes collègues de la POPAM ont mis le niveau clairement en termes de créativité et de niveau théâtral ce matin, ce qui m'a un peu déstabilisée parce qu'effectivement, je me retrouve dans une position un peu délicate devant vous cet après-midi puisque je dois intervenir sur un projet qui s'appelle donc le projet RICRAC et je vais vous proposer qu'on y aille ensemble. D'abord, l'expression RICRAC, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une expression française qui signifie de justesse à peine suffisant. Elle est souvent utilisée pour décrire une situation ou quelque chose qui est accompli avec très peu de moyens, souvent en marge et presque insuffisamment. Par exemple, quelqu'un qui intervient dans un colloque devant vous, ric-rac, cela veut dire qu'il a réussi à préparer de justesse, avec peu ou pas de marge d'erreur ou de temps supplémentaire, surtout si cette intervention concerne un projet qui n'existe pas. C'est donc à ce moment-là que vous vous dites que ma présentation d'aujourd'hui comprend de nombreux défis. Vous parlez d'un projet imaginaire, avec en conséquence une préparation très limite, mais je l'espère avec une improvisation incontestable. Mais même si elle n'égalera jamais les talents qu'on a vus hier, et pourtant j'ai tenté de rejoindre Chantier Galère à un moment donné, j'ai pas réussi à trouver. Alors avant d'inventer ensemble ce projet, je vais vous proposer de voyager. Alors promis, pour ceux qui étaient là hier, le pilote de l'avion a lu le mode d'emploi, on ne va pas se scratcher en vol. Et je vous emmène tout d'abord à Cracolandia. Donc direction les favelas de Sao Paulo. Une zone qui est tristement célèbre pour sa concentration en usagers de crack. On décrit Cracolandia comme étant la scène ouverte la plus conséquente au monde. Et elle est assez inaccessible puisqu'elle est entre autres contrôlée par les cartels. Et donc c'est un lieu de vie dans la rue pour bon nombre d'usagers de Sao Paulo qui sont usagers de crack. C'est un endroit où j'aimerais beaucoup aller, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Ça ne fera pas partie de mes vacances, mais plutôt d'un voyage d'études. Et surtout pour rencontrer quelqu'un que je vais vous présenter tout de suite, qui est le docteur Flavio Falcone, qui travaille principalement à Cracolandia. Alors, si vous cherchez le docteur en question, il se trouve là. Voilà le docteur Flavio Falcone. Flavio Falcone, il explique qu'il a souhaité, en tant que psychiatre, très vite, et pourtant personne ne le comprenait vraiment durant ses études de médecine, que lui, il avait choisi de faire médecine et encore plus psychiatrie, parce qu'il souhaitait s'occuper de ces populations-là, parce qu'il souhaitait être dans ces quartiers-là. Et donc son activité aujourd'hui, c'est essentiellement d'aller à Cracolandia toutes les semaines et de proposer, avec une autre association qui s'appelle Doutores d'Alegria, un projet qui utilise l'humour et le théâtre pour offrir un soutien psychologique dans ces contextes difficiles. Et cette association intervient aussi par ailleurs dans les hôpitaux ou en zone rurale. Alors juste parce qu'il ne fait pas que le clown, mais je ne sais pas comment je fais quand j'ai le truc. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu... Bah, il n'y a plus personne. Putain, je ne suis pas aidée. C'est ric-rac, les gars. Là, il me faut un petit coup de main. Vas-y, Sacha. Parce que ça, c'est hyper important que je le place. Parce qu'en dehors de faire le clown, et je vous invite volontiers à regarder un reportage qu'il y a eu sur Arte très récemment sur Cracolandia, et plus particulièrement sur Flavio. Non, je ne veux pas reculer. Non, je ne veux pas aller là non plus. Sacha, c'est toi qui as la main ou c'est moi ? Vas-y. C'est toi là, pour le coup. Ça marche pas ? Bon, bah tant pis. Non, ça marche pas, Sacha, je pense. Bon, en fait, je voulais vous montrer les séances de karaoké, mais ça marchera peut-être pas. Non. Non, mais c'est chargé normalement. C'est un truc de son. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas un PDF. Si vous l'avez mis en PDF, ça marchera pas, c'est sûr. Non, mais laisse tomber, Sacha, t'emmerde pas. T'emmerde pas. Non, non, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer qu'il chante même du Dutronc pendant les séances à Cracolandia.
Falcone, il est également connu, Flavio Falcone, pour avoir pris une position politique très forte en fait, durant ses actions. En particulier, il met l'accent sur le fait que l'humanisation des soins médicaux passe avant tout par une relation émotionnelle, par le fait de faire attention au bien-être des personnes qu'on souhaite viser, accompagner. Son enjeu à lui, c'est démystifier la psychiatrie, de rendre les soins accessibles. Vous vous doutez bien que la population qu'on retrouve à Cracolandia est très, très, très éloignée des soins et va avoir du mal à quitter ces ghettos et cet endroit qui, certes, est en pleine rue, mais n'est pas forcément un endroit dont on sort. Très clairement, ce qu'on a pu observer à travers sa pratique, c'est que, en se déguisant en clown, il parvient à instaurer un climat de confiance. Alors on peut se dire, cette image du clown, elle est assez paradoxale. Moi, par exemple, je peux avoir assez peur du clown. Enfin, globalement, enfant, ça ne me rappelle pas forcément des trucs sécurisants. Et lui, au contraire, il amène le fait que le clown est justement... Ce personnage va incarner pour lui quelque chose d'extrêmement important du côté de la faiblesse de la société. Il dit d'ailleurs, ce qui fait rire, c'est bien le clown qui trébuche, c'est pas celui qui sait marcher droit. Et il dira, les gens de la rue sont vraiment les échecs de notre société capitaliste. Donc ce clown, il l'utilise à la fois comme outil clinique, comme outil pour toucher cette population, pour accompagner son public, mais il l'utilise aussi dans une approche politique, réclamant des soins plus adaptés et une médecine qui se reconnecte avec ses usagers. Alors le travail de Flavio Falcone a attiré l'attention non seulement au Brésil, mais aussi à l'international. Et son approche humaniste unique a été très inspirante pour bon nombre de psychiatres. Et il met en lumière les défis de la santé mentale dans des contextes de grande pauvreté et cherche à transformer finalement la psychiatrie telle qu'elle est perçue ou pratiquée en la rendant plus accessible, plus connectée, plus reliée au public qu'elle doit accompagner. Alors on est allé un peu loin puisqu'on est allé à Sao Paulo et maintenant je vous propose que notre avion redécolle à destination du Zimbabwe. Non, pardon. Voilà, du Zimbabwe. Et là, je vais vous présenter un programme qui s'appelle le Friendship Bank ou Grandmother, qui a été initié en 2006 au Zimbabwe. Alors là, c'est un autre psychiatre qui s'appelle le docteur Dixon Chibanda. C'est l'un des rares psychiatres du pays. Il faut savoir qu'au Zimbabwe, avec une population d'environ 15 millions de personnes, ils sont à peine 10 psychiatres. Et malheureusement, Dixon va rencontrer une situation a priori qu'il avait déjà vécue, mais qui va à un moment donné potentiellement faire basculer sa pratique, puisqu'il va même se poser la question d'arrêter d'être psychiatre et se dire je renonce, c'est pas possible en fait. 10 psychiatres pour l'ensemble du Zimbabwe, on n'y arrivera pas. Il se trouve que ce jour-là, une jeune fille qui l'accompagnait après une hospitalisation va se suicider et il raconte que quand il appelle la mère de cette jeune fille qui lui annonce ce suicide, il lui demande pourquoi elle n'est pas venue à la consultation puisqu'elle aurait dû venir et qu'elle n'est pas là, elle n'est pas venue. Et la maman va lui répondre mais malheureusement, j'avais pas l'argent pour payer le bus. Et à cette réponse que lui fait la maman, il comprend que la position qu'il a prise à ce moment-là est assez culpabilisante vis-à-vis de la maman. Elle aurait dû venir en consultation et ça aurait peut-être sauvé sa fille. Mais en réalité, elle ne peut pas. Et le trajet il décrit à ce moment-là, un trajet qui dure une demi-journée pour pouvoir se rendre à l'hôpital et rencontrer le psychiatre. Et donc, il se rend compte que c'est infaisable. Et il décrit un moment où il dit « Moi-même, j'étais moi-même pris dans alors le terme de la dépression au Zimbabwe, je vais sans doute mal le prononcer, mais c'est Funkunkisia, je crois, quelque chose comme ça, c'est le trop-pensé. Il dit, et moi aussi j'étais pris dans ce trop-pensé, c'était insupportable pour moi de ne pas pouvoir agir et accompagner mes patients. Et en fait, face à cette pénurie, il a eu une idée qui, d'après moi, est une idée assez lumineuse, puisqu'il se dit, finalement, si on reprend les bases de la communauté et les bases collectives, on a un levier qui est accessible et des personnes qui ont un rôle clé dans notre société, ce sont les grands-mères. Et en fait, il va former une cohorte de grands-mères respectées dans toute la communauté par leur statut, on les appelle les gogos, pour qu'elles offrent un espace thérapeutique orienté vers la résolution de problèmes. Donc il va les former selon une méthode et de manière à les doter, qu'elles ne soient pas perdues dans l'accompagnement qu'elles vont proposer, parce qu'elles vont prendre en charge
un public qui est assez varié, où ils vont aussi les aider à repérer quand dans les personnes qu'elles accompagnent sur ces bancs de l'amitié, finalement nécessitent une prise en charge médicale, nécessitent un traitement. Il va effectivement les accompagner à ce qu'elles se sentent en compétence. Et très vite, ils vont se rendre compte que les patients s'assoient très volontiers sur ces bancs, que ces sessions de conseil qui sont faites de manière informelle, elles créent un environnement bien moins intimidant que la consultation au sein de l'hôpital, que c'est beaucoup plus accessible puisque c'est au sein même du village que ça se passe et que du coup des bancs, il peut y en avoir un peu partout et que des grands-mères, il y en a aussi pas mal. Donc ça permet assez rapidement de pouvoir répondre à un besoin important. Donc le premier objectif qui nourrit, c'est d'accroître évidemment l'accès aux soins, c'est de réduire la stigmatisation et de ramener finalement ces patients dans la communauté. Puisque les grands-mères font partie de la communauté, elles viennent aussi relier la communauté à ces patients. Et Jean-Pierre le disait en introduction, ô combien la psychiatrie et les patients qui souffrent de troubles psychiques sont souvent rejetés, mis à l'écart, et ont du mal à trouver leur place et sont très stigmatisés. D'ailleurs, en addictologie, très régulièrement, on a des usagers qui préfèrent l'étiquette addict à celui du trouble psychique auquel c'est associé parce que c'est plus confortable. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse quelque chose. Non, c'est pas moi qui peux faire quoi que ce soit. Alors, du côté de cette méthode qu'il propose, c'est effectivement sur la base, bien entendu, du dialogue et de la verbalisation, mais c'est aussi très orienté vers des solutions pratiques. Donc l'idée, c'est vraiment en 3 étapes. La personne s'assied à côté de cette grand-mère, lui présente sa difficulté, son problème, elles discutent ensemble des solutions possibles et elles élaborent un plan d'action. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce programme, il a prouvé son efficacité à plusieurs reprises. Il y a une étude qui a été publiée dans un journal de médecine américain et qui a révélé à quel point l'impact était significatif par rapport aux patients qui recevaient des soins standards. Pour vous donner quelques indicateurs, le taux de réduction de la dépression chez les patients a été de 86% après 6 mois d'accompagnement sur les bancs, comparé à un taux de 50% sur des patients qui bénéficiaient de soins classiques. En raison de son succès, le modèle a été adapté et mis en œuvre dans d'autres pays. Alors étonnamment, ça a été très développé Malawi, Kenya. Et alors le plus surprenant et où ça fonctionne très bien, c'est New York. Les Canadiens aussi l'ont développé. Ce qui nous amène donc à penser que cette approche, elle est assez universelle en fait. Et qu'on a oublié d'utiliser nos leviers. Et ô combien ce matin, en venant en conduisant, ce qui est une expérience fabuleuse à Mayotte, puisqu'on est parti à l'heure où les enfants commencent l'école, donc autant vous dire que j'étais très rassurée de conduire et de voir tous ces petits-enfants très à proximité de mon véhicule, je constatais que celles qui emmenaient à l'école, c'était les grands-mères. Et ce rôle des grands-mères, ce statut qu'elles peuvent avoir et à quel point elles sont rassurantes. Hier, c'était notre collègue anthropologue qui me disait on dit à des grands-mères, à des grands-parents, des choses qu'on ne peut pas dire aux parents. C'est pas du tout la même relation. Et ô combien c'est vrai, et ô combien on a besoin de ces personnages-là et de ces personnes-là. Alors j'aurais pu vous proposer d'autres escales. On aurait pu aller en Colombie. En Colombie, ils ont organisé, je trouve ça merveilleux aussi, des jardins du soin. En Italie, où l'approche communautaire est là depuis toujours, et elle a toujours occupé une place prépondérante en psychiatrie. Mais moi, on m'a demandé d'intervenir sur un projet qui s'appelle RICRAC, et moi, dans ma petite tête, j'ai cru que c'était un projet à Mayotte. Alors du coup, moi, je me suis dit, comment on peut inventer un projet qui s'appelle RICRAC à Mayotte? Et donc, c'est ma proposition. Donc, RICRAC pour rétablissement et inclusion communautaire, renforcement et accompagnement clinique. Et oui, RICRAC peut devenir un acronyme en bonne et due forme, comme on aime les sortir. Je ne vous garantis pas le financement via nos financeurs qui étaient là hier. J'aurais aimé qu'ils m'entendent aujourd'hui. Je vous laisse le soin de leur proposer le financement si à la fin de cette intervention, vous trouvez qu'il est valable. Alors, je suis repartie des données qui sont disponibles sur Mayotte. Et l'année dernière, j'avais eu la chance d'intervenir avec une des psychiatres de Mayotte. Donc, ça m'avait quand même aidé à envisager cette intervention. Alors, sur les données épidémiologiques à Mayotte, en matière de troubles psychiatriques,
Bah, on a quand même des données, alors je ne peux pas vous dire qu'elles sont ultra récentes puisque la plupart datent de 2020, mais il faut quand même savoir qu'on estime à peu près à plus de 15% la population mahoraise comme souffrant de troubles principalement dépressifs et anxieux, avec, vous le doutez sans doute, une forte proportion de troubles de stress post-traumatique, en particulier liés aux problématiques de violence et de parcours migratoire. Alors, par contre, on a un taux, et ça, je trouve ça assez important de le souligner, puisque recherchant un peu des données, on a un indicateur qui est plutôt favorable, c'est qu'en revanche, Mayotte est plus bas que les moyennes et que les tendances en France, globalement, puisque le taux de suicide est relativement bas par rapport à l'Hexagone et aux autres îles. En revanche, depuis 2019, les services d'urgence psychiatrique ont repéré une augmentation significative des admissions, en particulier sur des tentatives de suicide chez les jeunes. Alors, ça paraît être une porte, pousser une porte ouverte, puisqu'on sait que la population est globalement très jeune à Mayotte, donc forcément, ça paraît assez logique que ce soit chez les jeunes qu'on observe davantage de tentatives de suicide. En 2020, et alors depuis tout à l'heure, depuis ce matin, à chaque pause, j'essaye de questionner des collègues sur combien il y a de psychiatres en ce moment à Mayotte. Alors, quelqu'un a-t-il ce chiffre clé à me donner? Combien de psychiatres à Mayotte actuellement en poste? On peut faire des enchères si vous voulez. Est-ce que vous connaissez un psychiatre qui exerce à Mayotte actuellement? Ouais. Ah, une en libéral. Waouh, celle-là, je ne l'avais pas. Bravo. On en a une en libéral. Au CHM? Il n'y a pas beaucoup de relais là. Vous connaissez pas de psychiatre à Mayotte? Non? Alors a priori, il y en a au moins un voire deux au CHM, plus consultation avancée. Bon, au mieux, on est à 4. Et alors là où je suis en tout cas 4 postes, on va dire, côté public. Je ne suis pas sûre de ce que j'amène. Donc voilà, là, c'est avec beaucoup de prudence. Ceci étant dit, ça sous-entendrait que, sauf erreur de ma part, on est à peu près sur une donnée de 300 000 personnes. En train d'essayer de recenser. On est à peu près sur une donnée de 300 000 personnes à Mayotte, globalement. Pour vous donner une idée, l'OMS recommande qu'il y ait un psychiatre pour 10 000 personnes. Bon, alors l'OMS est très ambitieux. Je pense qu'ils ne connaissent pas la popularité de la discipline de la psychiatrie chez les médecins, mais ce n'est pas génial. Dans tous les cas, j'ai aussi découvert que du côté des psychologues, on était aussi relativement serré à Mayotte. Ce n'était pas non plus l'explosion de candidatures et de professionnels de la psychologie, puisque étonnamment, moi, mes pairs, en métropole en général, on se bat plutôt pour des postes. C'est pas toujours évident. Alors, plus vous vieillissez, plus vous coûtez cher, pire c'est. Mais en tout cas, ici, c'est pas vraiment le sujet. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait qu'il y a des facteurs de risque très forts à Mayotte. Évidemment, les situations de vulnérabilité, de précarité, on en a parlé tout au long de ces 2 journées, le taux de pauvreté, l'insécurité alimentaire, hydrique, le logement précaire, tout ça, c'est des facteurs aggravants qui, évidemment, ont des impacts sur la santé mentale. Et puis, ça serait compliqué de faire sans la question de la consommation de substances. Et l'année dernière, pour ceux qui étaient là, la psychiatre nous avait aussi évoqué tous ces épisodes aigus d'intoxication et des conséquences des prises en charge que ça nécessitait sur le plan psychiatrique, en tout cas au CHM. Alors d'après l'ARS, toujours, on aurait une augmentation de 50% des consultations psychiatriques à Mayotte ces 5 dernières années, une étude qui date de 2020, donc entre 2015 et 2020. Donc on est déjà sur quelque chose d'assez significatif. Donc le projet RICRAC, je ne l'ai pas encore construit. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de tous ces défis. On les connaît, on sait qu'on est dans cette situation-là. Alors, je vous rassure, pour un peu connaître quelques territoires français maintenant, la question des psychiatres et de leur rareté, on en est à les faire travailler pendant leur retraite. Vous avez eu Alain Morel, qui aujourd'hui exerce dans 3 établissements, parce qu'il fait partie des rares psychiatres, comme il dit, de banlieue. Et qu'on en a de moins en moins de psychiatres. Donc la situation ne va pas forcément s'améliorer tout de suite. Je ne vais pas vous vendre du rêve. En revanche, moi j'ai envie de croire que ce soit ce qui nous a été présenté hier
à travers le petit film qui avait été réalisé avec les collègues. Et évidemment, en plus, j'ai adoré le nom de l'assaut. C'est quoi déjà? Kaja. Moi, j'ai envie de croire qu'en fait, ce sont ces dispositifs-là qui vont répondre aux enjeux de santé mentale et des troubles psy. C'est-à-dire, plus on va être au contact des publics, plus on va être dans la créativité des moyens. Être ric-rac, c'est aussi ça, finalement. C'est réussir à être créatif dans des situations où on n'a pas les moyens. Mon fils, il croyait que j'étais bricologue pendant très longtemps. Mais il n'avait pas complètement tort. J'ai pas toujours eu un bureau, j'ai pas toujours eu des... Et d'ailleurs, c'est pas forcément là que j'ai préféré exercer, dans des cabinets ou dans des bureaux. C'est comment on peut le faire dans des espaces où finalement on peut créer du lien. Et ô combien on le sait, les maraudes, l'allée vert, on en a pas mal parlé, et encore tout à l'heure au travers de la recherche, sont des leviers essentiels pour permettre l'accès aux soins. Alors, si vous avez envie de bosser sur un nouveau projet pour Mayotte, moi, je vous propose qu'on prenne du temps autour du projet RICRAC, autant que vous voulez, et on trouvera des financements. Merci. Si, bravo. Tu as relevé le défi avec brio. Alors, des réactions, des questions à ce projet RICRAC ? Un projet en devenir. Dans l'exemple que vous avez donné, je retrouve la société de Mayotte d'avant, à savoir on se réfère beaucoup aux grand-mères. Et même maintenant aussi, effectivement, on parle à ces grand-mères-là, elles sont moins exposées par rapport à avant, on se réfère moins à elles. Mais depuis tout à l'heure qu'on parle, à travers vos dires, je me suis identifiée dans, disons, mon éducation. Et effectivement, ce sont des personnes à qui on dit beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire aux parents. Et souvent, elles font un petit peu levier entre nous et les parents, puisque les petits-enfants à Mayotte sont assez chouchoutés par les grands-parents. Donc, je voulais juste apporter cette remarque. Merci. Moi, ça fait beaucoup lien avec ce matin. Ce matin, j'ai traîné mes guêtres à côté et c'était sur les médecines traditionnelles. Et on évoquait la transmission de mère en fille autour des plantes médicinales et des soins. Et ça va dans la même lignée pour moi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on entretient ces liens-là, cette place-là, ce rôle-là. Et c'est là où je pense que nos institutions ont aussi un rôle à jouer pour leur donner, sans doute, et valoriser un peu plus cette place et les utiliser, au bon sens du terme, hein, je m'entends, mais pour nous soutenir dans nos actions et nos activités. Merci. Moi, une réaction. D'abord, je te félicite, puisqu'il y a même l'affiche qui est faite pour le projet. Ce que je trouve, ce qui peut nous aider à le faire exister, c'est que dans les deux expériences que tu donnes, et vous avez montré comment l'histoire des grands-mères, ça peut être réel, dans les deux cas, il y a un support de médiation sur lequel il y a vraiment à réfléchir. C'est-à-dire que le modèle du clown et du psychiatre de rue, voilà, c'est quelque chose qu'on commence un peu à repérer, à connaître à travers un certain nombre d'outils de médiation. Hein. Et puis, dans l'autre exemple, à travers les grands-mères, il se rajoute une formation qu'elles ont eue sur le travail orienté solution. Et ça fait le lien, mine de rien, avec la gestion des contingences, ça fait le lien, mine de rien, avec l'environnement positif, parce que le travail orienté solution, c'est un travail qui ne cherche pas à résoudre la totalité du problème, mais qui cherche à ce qu'une petite partie du problème ait déjà une solution pour que ça fasse effet positif. Hein, on a beaucoup parlé, sans s'arrêter, parce que ce n'était pas le sujet, de la notion de rétablissement. Mais ce qui fait la force du rétablissement, c'est que dès le premier pas, j'ai le droit d'avoir le plaisir du premier pas. Et que parce que j'ai le plaisir du premier pas, j'aurai peut-être la force de faire le deuxième. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de proposer des programmes de thérapie, parfois, qui sont extraordinaires, mais qui ne vous apporteront ce plaisir-là qu'à la 5e étape. Eh bien, les publics les plus vulnérables, la 5e étape, c'est eux qui ont plus de mal à l'atteindre. Ah, et c'est ce travail-là
toi, qu'il faudrait qu'on se batte pour avoir dans des programmes. Après, que ce soit les grands-mères, les bancs ou autres, qui soient le support, on est bien d'accord, on est prêt à faire n'importe quoi. Enfin, c'est pas ça qui est important. Mais c'est cette possibilité de construire des programmes qui vont apporter quelque chose assez vite. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ces programmes. Merci. Moi, je voulais juste dire, par rapport à toute cette construction de projets à venir, etc., je pense que les deux que vous avez montrés, qui sont très intéressants vraiment et qui donnent de l'inspiration, ont émergé à partir du concret, en fait, d'une situation concrète et de personnes qui sont sur le terrain, qui connaissent en fait vraiment l'environnement dans lequel ils sont implantés et qui sont confrontés à comment je pourrais dire, à une embûche qu'ils n'avaient pas forcément prévue et qui les pousse dans leur retranchement. Et c'est de là que vient la créativité, la création. Et voilà. Et je pense que moi, c'est vrai que, bon, après, c'est très personnel, hein, mais le fait, les chiffres et les taux qu'on entend, moi, c'est quelque chose qui me freine toujours dans la créativité, justement. Et je pense que c'est quelque chose... Enfin, c'est une chose à laquelle il faut qu'on fasse attention. Et il y a un monsieur ce matin dans l'autre salle... dans la salle, c'était maladie infectieuse, qui parlait un peu de toute l'histoire de l'hôpital à Mayotte, etc., des projets qui ont été mis en place, etc., et qui disait que malgré tout, quand même, les projets qui avaient marché, qui avaient fonctionné, c'était ceux qui avaient été faits par les Mahorais, avec les Mahorais, etc. Donc voilà, c'était juste pour... Mais complètement, et c'est bien pour ça que j'avais envie d'illustrer... Enfin, quand il a été question de construire le programme, initialement, pour être tout à fait juste, le nom du projet RICRAC, en fait, c'est issu sans doute d'une mauvaise communication entre Eric et moi, où en fait, je faisais sans doute référence à un projet à Paris qui s'appelle Fluide Crack, et qui est pour fluidifier, qui a été conçu par une psychiatre à l'hôpital Lariboisière, pour fluidifier les parcours des usagers de crack ayant des troubles psychiatriques. Évidemment que c'est la même situation, c'est-à-dire qu'à Paris, la question du crack et de cette scène ouverte de la colline, etc., nous a mis très en difficulté sur la question aussi des troubles psy associés à l'usage de crack, qui sont évidemment prégnants et très forts dans cette population qui cumule des problématiques et de l'intersectionnalité. Là, quand je montre effectivement au Zimbabwe cette initiative-là, après, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle vient nous rappeler comment nos structures communautaires, comment nos structures sociales sont universelles. En fait, moi, j'ai cru au départ que Friendship Bank avait été développé au Zimbabwe. J'avais vu une conférence du psychiatre qui m'avait complètement émue, bouleversée. Et quand j'ai découvert après coup qu'en fait, ça avait été déployé partout, mais y compris dans des pays où j'aurais pas misé, New York, pour moi, c'était impensable que ça s'implante à New York. Et ça renvoie aussi à quelque chose de l'universalité. Et de se dire aussi, parce qu'on est toujours en train de réclamer des moyens, et là je déconne en disant l'ARS, etc., mais former des grands-mères, former des personnes à pouvoir être relais. On a parlé de programme boule de neige, des personnes qui sont des graines. Le chercheur nous parlait de cette notion de graines qui vont transférer. C'est sans doute ce qu'il y a de plus, pour moi, de plus important à faire. C'est ce transfert de compétences, c'est-à-dire comment je peux transmettre quelque chose de mon savoir professionnel et semer des graines dans cette communauté, ou en tout cas révéler des éléments de la communauté existant. C'est pour ça que ce matin, moi, j'étais sur médecine traditionnelle, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ces racines-là, bien sûr, pour développer ces programmes, potentiellement. Juste te dire merci et j'espère que l'appel a été entendu. Hein, donc, tu as bien dit que tu souhaites mettre en place, avec la population, avec les caddies, avec tout le monde, ce RICRAC. Et ça me fait penser effectivement, sans déflorer en tout cas le sujet de jeudi, un peu ce qu'on a mis en place en Martinique. Donc, à l'initiative, pareil, d'une équipe de psychiatres qui venaient de Lille et de Paris et qui sont arrivés en Martinique et où on leur a dit, mais en Martinique, il n'y a pas de violence sexuelle, il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de suicide. Et j'ai entendu là qu'il n'y a pas de suicide à Mayotte, un truc comme ça. Là. Pas trop, quoi. Faible taux. Voilà.
Et avec sa casquette, en tout cas, de professeur en psychiatrie, il a dit, ah ben, on va voir, quoi. Et il s'est installé aux urgences psychiatriques. Et effectivement, il a pu démontrer avec ses internes, avec toute la ressource de l'hôpital, qu'il y avait bel et bien non seulement des victimes d'inceste, mais aussi des tentatives de suicide en Martinique. Et du coup, il est allé prospecter pas dans les cabinets libéraux, parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus en Martinique, il doit y avoir une dizaine de psychiatres et encore, mais dans les chambres de l'hôpital. Donc en Martinique, on a le CHU, donc où il y a effectivement une partie psychiatrique, où il y a l'unité anxiété-dépression, et puis il y a aussi l'ex-hôpital Colson, qu'on appelle le CHMD aujourd'hui. Et c'est au cœur et au sein de ces hôpitaux-là qu'il a effectivement trouvé des patientes qui ont été disposées à l'aider effectivement à créer et à monter son projet RICRAC en Martinique, qu'on a appelé en fin de compte SOS Crise. Et on a pris donc on s'est rencontrés le 9 janvier, on va dire, sur Martinique Première. Et en 9 janvier 2014, sur Martinique Première, septembre 2014, on commençait effectivement ce travail ensemble. On est effectivement allé voir les hommes et les femmes politiques pour parler du projet et on a obtenu les premiers financements pour partir au Canada, nous former effectivement à l'intervention de crise. Donc moi, j'étais partie en tant que patiente, donc ce qui se fait rarement, un professeur en psychiatrie, un autre psychiatre et une patiente, puisque les patients psychiatriques, ce sont tous des fous et des folles qu'il faut laisser très loin de la société. Donc, ils ont pris ce risque, ils sont partis au Canada avec moi. Et l'aventure, effectivement, a commencé de novembre 2015 à janvier 2022. Effectivement, on a créé cette plateforme de prévention du suicide avec les Martiniquais et les Martiniquaises. Donc, on a formé plus de 1500 préventeurs. Donc, aujourd'hui, vous formez des secouristes, nanana, donc il faut payer 250 € par personne. Nous, on a fait ça gratuitement. Et donc, c'est ça aussi, donc donner de l'information et rendre la population actrice. Puisque le premier protecteur de sa santé, c'est la personne elle-même et c'est aussi l'environnement. Et donc, c'est aussi vulgariser, aussi déstigmatiser la maladie. Et RICRAC, en tout cas, si les Baorais sont d'accord, franchement, c'est magique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui. Et après, donc c'est la dernière. Oui, merci pour ta présentation, Naïra. J'ai été très sensible et je partage vraiment absolument ce point de vue d'aller vers qu'il puisse y avoir un point de convergence avec directement la population. J'avais juste une question par rapport aux aspects autres qui permettraient justement de retrouver une estime de soi dans les communautés. Et notamment la question, par exemple, d'une pratique sportive, du chant, de la danse, de la médiation artistique. Je pense que ça peut être puissant ici. Et ça peut être aussi quelque chose qui peut catalyser, en tout cas, et aller contrer la forme d'ennui, parce qu'on a appris aussi qu'on s'ennuyait beaucoup par manque d'activité, le fait de ne pas avoir de travail. Et de quelle façon on peut mobiliser aussi cette sphère-là pour retrouver et travailler les ressources pour que les personnes aient davantage confiance en elles et foi en elles. Alors là, je vais te rejoindre complètement. Je pense que la notion de détour, c'est-à-dire aussi de pouvoir aborder la question de mes vulnérabilités à travers la créativité, à travers une pratique artistique, à travers 1000 choses. Alors souvent, on a employé le terme d'art-thérapie. Après, on a mis ça du côté occupationnel. Moi, je pense que peut-être thérapeutique, toute médiation, à partir du moment où son intentionnalité est de prendre soin de la personne et que la personne prenne soin d'elle aussi dans cette activité-là. Longtemps, il y a eu, en tout cas en addicto, et combien de fois j'ai entendu ils vont aller faire du macramé, entre autres en soins résidentiels, hein, ça évoquait beaucoup ça. Hein, tiens, ils nous ressortent une activité poney. Non, je déconne, mais c'était presque ça. C'est-à-dire,
on dénigrait pas mal la valeur, et dans les soins, la valeur du groupe, la valeur du collectif. Ô combien moi, je me suis beaucoup battue parce que j'ai pas mal utilisé le groupe dans mes approches thérapeutiques. Et souvent, dans les centres de soins, dans les XAPA, on n'inscrit pas dans le dossier des usagers les activités de groupe auxquelles ils participent. C'est-à-dire que globalement, oui, c'est très bien, il y a une activité de groupe qui a lieu dans l'établissement, mais en fait, ça n'a pas de valeur thérapeutique, ça ne rentre pas dans son dossier. C'est connexe à son accompagnement. Parce que la valeur qu'on donne, c'est l'entretien individuel, c'est ce que décrit Jean-Pierre. Ce sont quand même globalement des soins où il faut qu'il n'y ait pas trop de plaisir qui soit pris, en fait. Or, pour avoir longtemps animé, et c'est une de nos premières rencontres avec Jean-Pierre Coutron, des séances de peinture dans un établissement où on avait le droit de venir faire de la peinture quand c'était fermé et uniquement quand c'était fermé. Ça disait bien ce que ça voulait dire, hein, de la valeur qu'on lui donnait. Mais quel plaisir de partager ce moment-là avec les usagers. Et ô combien c'était restauratif. Alors, il faut dire que l'intervenante, elle était merveilleuse. Toutes les 3 secondes, elle vous disait à quel point c'était extraordinaire ce que vous faisiez. Je resterai là sur les productions qu'on a pu faire. Mais bien sûr, je pense que c'est complètement complémentaire. C'est pour ça que pour moi, l'expérience de Flavio dans les favelas, où lui, il utilise le théâtre, il utilise le chant, puisqu'en l'occurrence, il fait des karaokés géants. Moi, vraiment, je vous recommande ce documentaire sur Arte. C'est tellement touchant. Ces usagers qui sont tellement mal et qui, à un moment donné, se réveillent et s'éveillent face à cette musique et à la possibilité de chanter. Mais bien sûr que c'est thérapeutique, en fait. Et que sans doute bien plus qu'un traitement. Pour vous dire que sur ce sujet-là, alors ça refait un peu sérieux, ça refait chiffres, j'ai pas de passion pour les chiffres, mais c'est aussi important de temps en temps, sinon on n'a jamais les budgets. Il va y avoir en novembre le premier colloque sur les interventions thérapeutiques non médicamenteuses. C'est piloté en France par le professeur Grégory Nino qui est de Montpellier. C'est une vaste boîte, mais c'est intéressant parce que c'est tenter de faire exister et d'objectiver et de mettre dans le champ du débat des interventions qui sont ni des psychothérapies, ni du médicamenteux, mais qui sont incontestablement efficaces. Et ça fait un lien avec les médecines traditionnelles. Il y a tout un débat pour ne pas coloniser les médecines traditionnelles, mais en même temps faire exister ces objets de façon spécifique les uns par rapport aux autres. C'est un projet, je ne sais pas s'il marchera ou pas, mais pour l'instant, il démarre bien. Il est porté dans plusieurs pays, il est observé avec beaucoup d'attention par l'OMS, par les acteurs, et il y a toute cette réflexion sur ces choses où effectivement on s'est tous pris des ridicules en réunion. Écoutez, vous n'allez pas me demander de l'argent pour ce genre de conneries. Voilà. Et oui, c'est à peu près comme ça que ça se termine. On a quand même des choses plus sérieuses à faire, voilà. Dont la pause. Je te rends le micro pour faire la pause.